Chaude tension au sein de la jeunesse du MPP cet après-midi. Alors qu'un groupe avait donné rendez-vous à la presse pour annoncer sa démission, il a été empêché par d'autres jeunes. S'en est suivi une vive altercation entre les deux camps. Les détails dans ce journal. Le gouvernement veut mettre fin à cette inégalité qui fait de certains Burkinabés des sans-papiers. La solution, c'est la mise en place d'un identifiant unique pour la personne. La réflexion a commencé ce matin. Et puis, rencontre entre le gouvernement et le secteur privé. Le ministre de la Sécurité et celui du Commerce sont allés rassurer les opérateurs économiques sur la capacité du gouvernement à assurer la sécurité des biens et des personnes. Voilà pour le sommaire de ces 19h30. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous ouvrons ce journal avec ce chiffre. 6 millions de Burkinabés, soit 34% de la population, sont dans l'incapacité de produire une preuve de leur identité. Ces données émanent d'une étude menée en 2006 par l'INSD, l'Institut national des statistiques et de la démographie. Eh bien, le gouvernement veut mettre fin à cette situation et il a opté pour la mise en place de ce qu'il appelle un identifiant unique pour la personne. Ce matin, plusieurs experts se sont réunis à Ouagadougou pour réfléchir sur la question. Luc Pabelgem. Au Burkina Faso, une personne peut avoir un extrait d'acte de naissance, une carte nationale d'identité burkinabé, un permis de conduire, une carte professionnelle, une carte bancaire, un numéro de téléphone, autant de documents d'identité pour la même personne. Au même moment, 36% des enfants de moins de 5 ans n'étaient pas enregistrés sur le registre d'état civil en 2006 au Burkina Faso. De plus de 7 milliards de francs CFA sont dépensés par l'État pour la révision du fichier électoral à l'approche de chaque élection. L'existence de plusieurs documents d'identité ne permet pas de disposer de données fiables, sans oublier les croisements de données parfois compliqués. Pourtant, il existe une solution pour éviter ces dépenses et identifier chaque Burkinabé. Il s'agit de l'identifiant unique de la personne que veut lancer le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Avant d'y arriver, cet atelier de réflexion doit servir à poser les bases de son opérationnalisation. Dans ce monde où la construction du développement se conjugue avec prospection et planification, la maîtrise des phénomènes démographiques constitue une étape essentielle, voire une condition sine qua non à la fiabilité des bases de données et des projets et programmes de développement. La création tout azimut d'identifiants dans plusieurs secteurs ne sont pas de nature à faciliter la gestion des bases de données et mieux encore le croisement de ces bases de données. Et c'est tout l'intérêt de la mise en place de l'identifiant unique qui nous permettra de centraliser via une seule base de données l'ensemble des éléments d'identification des personnes, nationaux, résidents et passagers. Disposer d'une base de données fiable, c'est le vœu du gouvernement burkinabé et encore plus dans un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes. Conscient donc des opportunités qu'offrent des technologies de l'information et de la communication, le Burkina Faso veut s'engager à en faire usage dans la maîtrise des questions identitaires de l'état civil et des mouvements des populations sur son territoire. Aussi, avons-nous inscrit dans le programme présidentiel 4 grandes priorités pour le secteur du numérique. Une de ces 4 priorités est l'élaboration et la mise en place d'un identifiant unique électronique de la personne. Pour cet atelier national de réflexion sur la mise en place d'un identifiant unique de la personne au Burkina Faso, 3 pays ont été invités afin qu'ils partagent leurs expériences en la matière. Il s'agit du Rwanda, de l'Inde et de l'Estonie. La situation sécuritaire délétère marquée notamment par la multiplication des attentats terroristes pourrait effrayer les opérateurs économiques. Le ministre de la Sécurité les a rencontrés ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie. Ne cédez pas à la panique, leur a-t-il dit. Clément Ouagadougou rassure sur la détermination du gouvernement à assurer la sécurité des biens et des personnes. Luc Pabelgem. Les récentes attaques terroristes dans la capitale burkinabé ne sont pas de nature à rassurer le milieu des affaires. Si encore plus, c'est le centre-ville, zone commerciale par excellence, qui a été touché.
C'est tout un pan de l'économie nationale qui craint un ralentissement de ses activités. À ces inquiétudes, préoccupations et peurs, le gouvernement a tenu à apporter une réponse. Il ne faut pas en aucun cas céder à la terreur, sinon l'ennemi aura atteint son objectif. Nous devons rester dignes. Ne nous laissons pas aller dans certaines tentations du genre, ah, mais comme ça, là, comme avant, on s'entendait avec eux, est-ce qu'aujourd'hui encore on ne peut pas tenter de nouer des alliances avec eux? Ce seraient des alliances extrêmement graves, parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas, à travers une entente, amener ces gens à renoncer à leurs objectifs. Ça, c'est des tentations inutiles. Il ne faut même pas prendre ça au sérieux. Ça ne fait pas partie du programme du gouvernement. Il faut tout simplement neutraliser, anéantir le terrorisme. Un point, un trait. Voilà. Le ministre en charge du commerce va dans le même sens. Le gouvernement travaille à préserver la sécurité de chaque personne vivant au Burkina Faso sans distinction, comme pour répondre à des opérateurs économiques qui pensaient que les intérêts de ressortissants étrangers soient plus visés par les actes terroristes. Et qui dit climat des affaires place aussi en pole position la question sécuritaire. Donc avec le ministre de la Sécurité, nous avons pu échanger avec les acteurs donc, du secteur privé pour à la fois donner l'information sur l'ensemble des dispositions que prend le gouvernement pour continuer à sécuriser la vie des Burkinabés et aussi à sécuriser les biens et l'ensemble des commerces. Rassuré par les propos du gouvernement et conscient des efforts consentis par les forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des populations, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a remis un chèque de 62 200 000 francs CFA pour les forces de défense et de sécurité, plus une somme de 3 millions de francs CFA cotisés sur place, soit un montant total de 65 200 000 francs CFA. Quand il n'y a pas de paix, quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de business, il n'y a pas d'affaires. Et nous sommes très conscients de cette situation et nous avons décidé d'encourager ces hommes et ces femmes, d'hommes de sécurité et de femmes qui ont décidé de donner leur vie pour notre pays, de défendre notre pays. Nous avons décidé à notre tour aussi de les soutenir et de leur venir en aide et de les encourager et de leur faire savoir que nous, notre arme aussi, c'est d'être à leur côté. Et nous avons décidé de rester debout. Vous avez vu ce matin comme... Le ministre de la Sécurité a rappelé aux hommes d'affaires que les forces de défense et de sécurité tirent des leçons de chaque attaque afin d'être le plus efficace possible, de sorte qu'à défaut d'éviter les attaques, une riposte claire puisse y être donnée en cas de survenue. Le Burkina Faso va-t-il exporter de l'énergie dans les 10 prochaines années? La réponse, c'est oui, selon les ministres de l'énergie, et ce grâce à un projet qui va mettre fin au déficit énergétique au Burkina. Il s'agit du projet d'interconnexion électrique Nigeria, Niger, Bénin, Togo, Burkina Faso. Il vient de bénéficier d'un financement de la Banque africaine de développement. L'accord a été signé hier entre le gouvernement et la BAD. Abdourazak Traoré. À quand la fin des délestages au Burkina Faso? Certainement avec la mise en œuvre du projet d'interconnexion électrique Nigeria, Niger, Bénin, Togo, Burkina Faso. Au département de tutelle, il est vu comme le projet le plus structurant du secteur de l'énergie dans les 10 prochaines années. Son financement est acté ce 14 mars entre le gouvernement du Burkina Faso et la Banque africaine de développement. Cet accord, vous savez, l'énergie est à la base de tout développement et le Burkina Faso, qui a un déficit important en matière d'énergie, a effectivement besoin donc de pouvoir se diversifier dans le mix énergétique. Et la dorsale va nous permettre donc d'avoir l'électricité à partir donc du Nigeria, va passer par le Niger, desservir donc le Bénin et le Togo. Et ça va nous permettre non seulement d'avoir de l'électricité moins chère à partir donc du Nigeria, mais aussi permettre à nos entreprises d'être compétitives sur le marché sous-régional et international parce qu'ils auront accès à 1 kW qui est moins cher, mais aussi permettre à nos braves paysans et nos populations en milieu rural d'avoir aussi accès à l'électricité à moindre coût. Un projet qui résout définitivement les problèmes d'accès à l'énergie, la fin d'un déficit qui va marquer également le début de l'exportation de l'énergie burkinabé vers d'autres cieux.
ça va nous permettre aussi, par le même canal, de pouvoir exporter l'énergie solaire. Et donc, nous allons avoir donc la possibilité, à moindre coût, d'importer l'énergie dans la nuit et la journée. Avec notre capacité donc de production solaire, nous allons revendre donc notre électricité à un prix qui est très intéressant. Et si on fait donc le net, on se rendra compte à un moment donné que le Burkina Faso aura un net bénéficiaire en matière donc d'exportation d'énergie. Donc c'est vous dire que ce projet donc est très important pour le Burkina Faso. Et la CEDEAO qui croit au potentiel donc du Burkina Faso à exporter nous a déjà permis d'avoir un investissement de 150 mégawatts qui a pour objectif donc d'être exporté dans la sous-région. Éclairer l'Afrique à l'horizon 2025, c'est une ambition de la BAD qui se concrétise avec ce projet identifié depuis 2008 comme une priorité commune à plusieurs pays ouest-africains. Nous savons qu'il y a l'expérience, il y a l'expertise qu'il faut, c'est que ce projet soit mis en œuvre très rapidement et comme le ministre l'a expliqué, à court terme, le Burkina va importer de l'énergie, mais à moyen terme, avec les capacités que nous soutenons déjà par ailleurs, notamment le programme Yellen que vous connaissez très bien, le Burkina va donc se doter des moyens nécessaires pour avoir de l'excédent, surtout en journée, et donc de mettre cet excédent au service de la région, et inversement, la nuit où le solaire ne fonctionne plus, donc avoir aussi de l'énergie des autres pays. Et donc, le tout avec un coût moindre et surtout de l'énergie très fiable. Vous savez, il n'y a rien de pire que d'avoir des coupures par-ci, par-là. Et nous sommes dans une saison où il n'y a pas besoin d'expliquer. Tout le monde comprend ce que ça veut dire coupure. Le coût global de ce projet qui sera exécuté jusqu'en 2022 vaut 170 milliards de francs CFA pour la composante burkinabé. La contribution de la banque se situe à deux niveaux, un don de plus de 12 milliards de francs CFA et un prêt d'environ 27,3 milliards de francs. Le gap évalué à près de 131 milliards de francs CFA sera pris en charge par le gouvernement et ses autres partenaires du domaine énergétique. Et cette autre signature de convention de financement entre le gouvernement et le partenariat mondial pour l'éducation, ce sont ainsi 16,5 milliards de francs CFA qui vont servir à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Burkina. Natacha Ouedraogo. Bientôt, l'éducation de base sera plus accessible au Burkina Faso. Le post-primaire incluant l'enseignement général, la formation technique et professionnelle développée et les qualités des apprentissages améliorées. La mise en œuvre de toutes ces actions va être possible grâce à cette signature de convention entre le pays des hommes intègres et le partenariat mondial pour l'éducation GPE à hauteur de 16,5 milliards de francs CFA. Les partenaires se sont réunis pour mettre en place un fonds pour une bonne coordination des interventions dans le secteur de l'éducation. Et l'AFD est l'agence chargée de la mise en œuvre de cet appui. Et c'est pour cela que nous avons signé avec l'ambassadeur de France et le ministre de l'Éducation. Il y a l'AFD qui a délégué son directeur adjoint depuis Paris pour que nous puissions signer cette convention. Je voudrais aussi vous dire, sûrement vous avez aussi suivi hier, qu'il y a eu la signature de la convention dans le secteur de l'énergie, pour dire donc que c'est tout un accompagnement que les partenaires apportent à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. C'est une priorité de votre gouvernement, de vos gouvernements depuis, c'est pas nouveau au Burkina Faso, et c'est aussi, ça tombe bien, c'est une priorité du gouvernement français, non seulement à l'intérieur de la France, mais également dans sa politique de coopération. Le président de la République française l'a fortement indiqué lorsqu'il est venu à Ouagadougou au mois de novembre dernier, en affirmant sa priorité pour la coopération dans le domaine de l'éducation. Ce nouveau financement fait suite à deux précédents appuis du GPE au secteur de l'éducation au Burkina Faso pour un montant cumulé de 90,1 milliards de francs CFA. Et pour sa pérennisation, il y a des exigences. Du gouvernement du Burkina Faso en matière d'accompagnement et de développement de l'éducation. Alors, des exigences en rapport avec ce fonds, ce sont d'abord des exigences d'équité. Travailler à ce que donc il y ait un accès équitable à l'éducation, des exigences d'efficience et enfin des exigences donc de réforme en termes par exemple de réforme curriculaire. Et ces exigences-là sont des conditionnalités
pour bénéficier davantage donc, de fonds. Et donc ce que je voulais dire et rassurer les partenaires de l'utilisation rationnelle, transparente, équitable et efficiente donc, des fonds qui sont mis à disposition. Ce fonds va permettre au gouvernement d'engager des réformes de politique et des actions en vue de renforcer les acquis du secteur de l'éducation et de la formation sur la période 2018-2021. Éducation toujours, c'est aujourd'hui 15 mars, la journée internationale de l'alimentation scolaire à l'école Corsimoro A dans la province du Samatenga où le catholique Relief Service intervient dans ce secteur. On a célébré cette journée en sensibilisant sur l'importance des cantines scolaires dans le maintien des enfants à l'école. Mamounata Kabouri. Bonjour tout ça va bien. Et donc Ismaël ne vient plus à l'école. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit qu'à l'école, il n'y a pas à manger. C'est pour cela qu'il ne vient pas. C'est l'histoire d'une salle de classe qui se vide par manque de repas à la cantine scolaire. Cette mise en scène illustre à quel point l'alimentation scolaire est importante pour le maintien des élèves à l'école. Une importance que les Nations Unies ont bien compris en instituant la Journée internationale de l'alimentation scolaire. Ce 15 mars, et ce pour la première fois, le Burkina Faso marque cette journée à Corsimoro dans le San-Matenga sous le thème « Ma nourriture ». Le thème de la Journée internationale n'est pas fortuit. Il traduit l'expression de la nécessité pour chaque être humain de disposer de façon durable et de sa nourriture. Pour cette journée internationale de l'alimentation scolaire, nous rappelons que la faim zéro est la pièce manquante pour que des millions de personnes puissent construire un avenir meilleur. L'expérience que nous vivons est vraiment une expérience d'apprentissage d'abord pour nous, puisque la journée est une journée vraiment de réflexion pour nous les parents. On nous enseigne à chaque fois de faire tout possible pour nourrir nos enfants là, d'une nourriture de qualité. Cette journée, célébrée au Burkina Faso sur initiative de l'ONG Catholic Relief Services, vient comme une continuité des actions déjà entreprises pour le maintien des élèves à l'école. L'occasion est donc belle pour les autorités locales de témoigner toute leur gratitude à l'ONG pour l'approvisionnement des cantines scolaires. Il est ressorti que dans une école où il n'y a pas à manger, les enfants ne sont pas bien portants, ils ne sont pas aptes à rester à l'école. Donc c'est le lieu pour nous de saluer CRS pour sa contribution au maintien et à l'atteinte des objectifs à travers la formation dans cette école. Vous savez, l'alimentation c'est une question préoccupante pour le monde entier et particulièrement pour le Burkina Faso où cette année nous avons connu une pluviométrie qui ne répond pas à nos attentes en matière d'acquisition de vivres. Donc, faire cette fête ici, soutenir l'éducation, soutenir les parents et les élèves, les enseignants, c'est vraiment honorer notre population. La célébration de cette journée vise à sensibiliser les communautés sur l'importance de l'alimentation scolaire et à mobiliser toutes les parties prenantes pour une prise en charge pérenne de la cantine scolaire dans les écoles primaires et préscolaires. Une importance que les parents d'élèves de Corsimoro ont compris, puisqu'avant de recevoir les vivres du Catholic Relief Services, ils ont pu mobiliser plus d'1,5 tonne de vivres pour la cantine des élèves. Cette célébration entre dans le cadre du programme Beogbiga 2 du CRS qui couvre la période 2014-2018. À travers l'exécution de ce programme, ce sont 270 000 élèves, 80 000 membres des communautés et 3 700 éducateurs qui bénéficient du soutien du CRS dans les provinces du BAM et du San-Matenga. Voilà, on ne retrouvera certainement pas leur viande dans les mets des cantines scolaires. Je vous parle des ânes. Ces animaux sont menacés de disparition. Au Burkina Faso, des ONG tirent la sonnette d'alarme. Hier, l'Association pour la protection des animaux au Burkina a sensibilisé les propriétaires d'ânes, les marchands de bétail, les bouchers et les autorités sur la nécessité de protéger cet animal. Rémi Lambert-Nébier.
Malgré l'adoption du décret portant interdiction de l'abattage et de l'exportation des ânes en août 2016 et qui a sauvé au Burkina Faso la famille des Azins de l'extermination, la menace de disparition de cette bête de trait reste encore réelle. L'âne est toujours l'objet d'une forte convoitise. Les peaux sont utilisées dans la cosmétique, dans les pays asiatiques. Il y a un produit traditionnel qui s'appelle Ejiao et qui aurait des vertus thérapeutiques et curatives. Donc c'est à partir de la peau d'âne qu'une gélatine est extraite pour faire ce produit. On estime qu'il y a dans le monde environ 44 millions d'ânes. Au Burkina, il y a entre 1 million et 1,5 million d'animaux. Et aujourd'hui, la demande mondiale est estimée à 1,8 million de peaux par an. Donc imaginez ce qui se passerait si justement le trafic ou le commerce était ouvert. En moins de quelques années, les animaux disparaîtraient du pays. Pour donc éviter à l'homme de se retrouver dans l'avenir maître sans serviteur, il est invité à changer ses rapports avec le baudet. Le plaidoyer est mené à Pau auprès des propriétaires d'ânes, des marchands de bétail, de bouchers et des autorités locales par l'Association pour la protection des animaux au Burkina Faso, APABF. Dans notre pays, l'âne n'est pas bien traité en fait. Il est laissé à lui-même alors que l'âne est le compagnon fidèle de l'homme. C'est pour cela, avec l'ONG Brou, nous avons essayé de sensibiliser les acteurs, de vraiment prendre conscience et de sensibiliser les gens afin que nous puissions aussi prendre soin de notre animal, de notre compagnon de tous les jours. Parce que c'est un animal qui nous aide dans tout, les travaux champêtres, à domicile, à tout. Le choix de Pau est justifié par l'APABF comme étant une des zones de transition dans le trafic d'ânes au Burkina Faso. La sensibilisation dans cette localité et environnante s'impose. Mais on assure déjà que depuis l'adoption du décret interdisant l'exportation et l'abattage des ânes, le phénomène connaît un recul. En 2016, ce trafic des ânes a pris beaucoup d'importance et on a enregistré plus de 3090 peaux d'âne saisis. En 2017 précisément, nous n'avons pas enregistré grand-chose. Il y a aussi la sensibilisation, puisque nous avons continué à sensibiliser la population pour leur montrer quelle est l'importance de l'âne pour nous et sa disparition, ce que ça peut amener comme en tout cas impact négatif à notre pays, à notre production, surtout au niveau de l'agriculture. Si la décision du Burkina Faso de réglementer l'exportation et l'abattage des ânes est déjà fort appréciée, des associations de protection d'animaux comme l'APABF et l'ONG Brook espèrent l'adoption du texte complémentaire permettant de loger les équidés dans la catégorie d'animaux d'élevage. Leur handicap ne les empêche pas de pratiquer leur art. Ils sont sourds-muets ou malentendants et pourtant ils dansent et font du théâtre. Et ce grâce à l'association Art au-delà du handicap soutenue par plusieurs partenaires. Comment danse-t-on avec le langage des signes? Regardez, c'est un reportage signé Arsène Konditamde. Sur ces images, des jeunes au pas savamment coordonnés au rythme de la musique sous la supervision d'un chorégraphe. Ces jeunes sont des sourds-muets et des malentendants. Le chorégraphe se nomme Yaya Sanou et il réussit depuis quelques années à faire exécuter ses chorégraphies par des jeunes malentendants malgré leur handicap. Depuis peu, il est porteur d'un projet baptisé Nous Sondia. Un projet qui vise à rassembler autour de la danse et du théâtre des jeunes sourds et malentendants et des enfants entendants. Et on a réussi avec l'Institut des jeunes sourds, dans l'exercice, à inventer une technique, c'est-à-dire des signes qui sont inspirés du langage des signes. Et ce signe-là qui permet à ces enfants qui dansent au son de la musique qu'ils n'entendent pas. Et comme je travaille avec l'Institut des jeunes sourds du Faso, pourquoi ne pas trouver un moyen pour que plusieurs enfants qui sont dans ce problème-là, qui sont handicapés auditifs ou handicapés physiques, pourquoi ne pas créer quelque chose pour pouvoir servir ces enfants-là qui sont dans ces problèmes-là, pour que ces enfants arrivent à se faire confiance, pour que ces enfants aussi
arrivent à surdépasser leurs problèmes dans tout le Burkina Faso. Pour que le projet Nous Sondia puisse prendre forme, le promoteur lance donc un appel aux partenaires et aux personnes de bonne volonté de bien vouloir leur apporter du soutien. Donc c'est le lieu pour moi de lancer un appel. Parce que nous avons déjà la matière. Nous avons travaillé, nous avons fait des recherches pour avoir des choses qui peuvent amener ces enfants tout de suite à oublier leurs problèmes. Mais nous ne pouvons pas aussi accomplir notre mission sans l'accompagnement des autorités et des partenaires. Donc c'est le lieu pour moi de lancer encore une fois de plus un appel pour que vous portez notre voix à ceux qui veulent l'entendre. Franchement, s'ils peuvent réagir, ça pourra nous accompagner à accomplir notre mission. Au total, 45 enfants, dont 30 handicapés et 15 non handicapés, vont bénéficier de cette formation en théâtre et danse. Le projet est prévu pour se tenir du 17 au 27 mars 2018 à l'Institut français de Bobo-Dioulasso. Toujours en culture, cette bonne nouvelle pour la musique burkinabé, le rappeur Smarty, déjà lauréat du prix Découverte RFI 2013, vient de signer dans 2 labels en France. Smarty que nous avons en ligne depuis Paris. Smarty, bonsoir. Bonsoir. D'abord, quels sont les 2 labels dans lesquels vous avez signé aujourd'hui? Le premier label d'abord avec lequel j'ai commencé à travailler, c'est Remarque Records, qui est dirigé par un grand nom de la musique, un des meilleurs producteurs de la France, du nom de Marc Bronzo. Et il a été rejoint par Sébastien Sophé, qui est aussi un grand nom dans le domaine musical. Donc voilà, je pense que c'est une bénédiction, c'est quelque chose d'assez positif. Donc signer, c'est important, avoir cette opportunité-là, c'est important, mais comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, c'est garder la tête sur les épaules et travailler pour véritablement proposer quelque chose d'assez positif au marché français. Alors, Smarty, comment s'est fait le contact avec ces 2 labels concrètement? Non, concrètement, je pense que ma démarche, ça a été toujours d'être assez discret plutôt sur ce que je fais. Tout a commencé par le prix RFI. Je pense que c'est déjà grâce au prix RFI qu'il y a eu ce contact-là. J'ai eu plusieurs rendez-vous depuis 5 ans passés avec plusieurs producteurs et éditeurs de la France. Donc, je suis tombé sur Marc Lorenzo qui a aimé ce que je faisais. Et puis, après, on a commencé à faire du développement. C'est-à-dire travailler à adapter ma vision et mes textes au marché commercial européen. Donc il fallait que je comprenne les codes, il fallait que j'apprenne comment est-ce que les choses fonctionnaient. Et puis bon, c'est ça qui a fait que ça a pris assez de temps. Et je pense que quand ils ont eux-mêmes senti que le moment était propice et que tout était enfin calé pour qu'ils puissent me lancer dans le milieu du marché français, naturellement ils ont mis les choses en place pour que éventuellement l'album puisse sortir, le premier single puisse tomber. Donc voilà. Donc c'est de la théorie, on passe à la pratique maintenant. Donc ça va être en termes de pratique, ça va être maintenant la sortie d'un premier single suivi d'un EP et suivi d'un album. Donc c'est dans toutes les démarches que je suis ici actuellement. Donc c'est ce qui justifie ma présence actuellement sur Paris. Alors, on sait qu'avec la signature de ces 2 labels, il va y avoir une grande évolution dans votre manière de faire la musique. Qu'est-ce qui va changer vraiment? Qu'est-ce qui va changer? C'est l'opportunité déjà qu'il me donne. Parce que quand vous prenez un monsieur comme Marc Bronzo, c'est lui qui a découvert des artistes comme Jean-Jacques Goldman, qui a produit des artistes comme Patricia Cass, Vanessa Paradis, et même Section d'Assaut, il a été éditeur. Des noms comme cela sont passés par lui. Donc c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et on sait qu'il ne s'investisse pas au hasard. Donc on sait qu'il n'y a pas... C'est vrai que même si le côté sentiment parle, parce que humainement, c'est des gens qui ont quelque chose, on me sent du pays, humainement, on a partagé des choses. C'est clair que c'est aussi un gros investissement qu'ils font et ils souhaitent recevoir quand même un retour. Donc quand vous prenez Sébastien Sophé, qui a produit Claudio Capéo, qui est l'un des artistes qui marche actuellement en France, en ce moment, à l'heure où on parle, c'est plusieurs disques de platine, c'est un monsieur qui a été du corps de la musique. Donc c'est tout ce que je souhaite, moi personnellement, pour ma carrière, parce que c'est que je suis bien entouré, c'est tout ce que j'ai souhaité. Donc ce que ça va apporter, c'est vraiment un recadrement professionnel au sein de ma carrière. Ça a été toujours ça mon rêve,
Et je nourris ça, pas uniquement pour moi, je l'ai toujours dit dans mes interviews. Je pense que musicalement au Burkina, on a des choses à proposer, mais proposer des choses basées sur la réalité, mais ne pas faire rêver les gens inutilement. Donc j'essaie d'être dans le vrai, j'essaie d'être en toute humilité dans ce qui peut être un bon exemple pour la jeunesse, ne pas venir les dire, moi ici en France, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, alors que ce n'est pas le cas. Donc ils vont vraiment m'apporter ce côté professionnel-là, cet élan, cette ouverture-là au monde de la musique professionnelle-là que certainement je n'ai pas pu obtenir depuis. Donc ce n'est pas uniquement leur travail, mais c'est parce qu'il y a eu des gens qui m'ont soutenu, il y a eu un peu burkinabé qui a été derrière moi, parce que c'est grâce à eux que j'ai été pris RFI et tout cela m'arrive grâce à eux, donc je ne peux que les remercier, je leur suis reconnaissant parce qu'aujourd'hui, ce rêve-là n'aurait pas été une réalité s'il n'y avait pas eu un peu derrière moi. Donc c'est ça d'abord ma base, et quand elle est solide, on peut espérer conquérir le monde. Alors vous nous parlez d'humilité de travail, nous vous souhaitons tout le bonheur et tous les succès qu'il vous faut. Et dernière question, est-ce qu'avec ce contrat, vous allez plus résider en France qu'au Burkina? Ma base, c'est le Burkina Faso. Je pense que on a des exemples comme le groupe Magic System, et même mes producteurs ici, s'il y a une chose qui a été importante pour eux, c'est que je garde cette base-là qui est le fondement de ma culture. Et les maquettes, tout ce qui a été au niveau du travail a été fait avec un arrangeur du nom de Adiska, à qui je suis vraiment reconnaissant. C'est quelqu'un dont on ne parle pas, mais pour moi, c'est le meilleur arrangeur du Burkina, parce que les sons, vous verrez les sons aujourd'hui, à la base, on a été travaillé avec ce gars-là, et honnêtement, c'est un jeune qui a énormément de talent. C'est pour dire que le Burkina, c'est la base. C'est-à-dire, je reviendrai toujours bosser là-bas, parce que si je perds pied là-bas, c'est pas la peine. Donc, je ne vais pas résider en France. C'est vrai que professionnellement, je serai plus présent en France, mais j'ai ma famille au Burkina, j'ai toute ma vie au Burkina, et ce que je fais aujourd'hui, c'est pour représenter positivement le Burkina. Donc, je vais peut-être garder la tête sur les épaules et puis prier Dieu que cette ouverture-là soit la porte à une grande carrière. Merci bien, Smarty, d'avoir accepté de répondre à nos questions depuis Paris. Merci. Je tiens aussi à dire merci à tous les médias, merci à toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à réaliser ce rêve-là, surtout à tous les hommes des médias, à tous ceux qui ont apporté leur bonne volonté à m'aider à arriver là où je suis. En tout cas, je vous dis merci et je vous suis reconnaissant. C'est nous qui te remercions aussi. Merci et bonne suite. Voilà, c'était Smarty depuis Paris au téléphone. Nous vous informons qu'il vient de signer un accord avec deux labels en France, Remake Records et Joe & Co. Et maintenant, pour terminer ce journal, comme annoncé en titre, vive altercation cet après-midi entre deux franges de jeunes se réclamant du MPP, alors que venait de commencer une conférence d'un groupe de jeunes pour annoncer sa démission du mouvement du peuple pour le progrès. Des individus s'identifiant comme appartenant au même parti, ils vont faire irruption dans la salle, ils vont interrompre la conférence de presse, la déclaration liminaire sera déchirée et la situation va s'envenimer. Les détails avec Samira Samandougou et John William Somda. Ce qui était au départ une conférence de presse sur la démission de jeunes du MPP s'est très vite transformé en un champ de bataille. Dès l'entame, la déclaration liminaire est déchirée. Deux camps s'opposent, les démissionnaires et d'autres qui leur contestent leur appartenance au parti. Si les militants qui nous donnent sa carte PPN, c'est pas de voilà, il est dans quelle structure? Il n'y a qu'à nous donner. On est au bureau politique national du MPP. On est chargé des élèves et étudiants. Donc à ce titre, on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne de manière transversale, des ouvriers de la 4e heure qui sont venus peut-être juste nous aider à faire un certain truc à un certain moment, se proclamer, discréditer le parti. Voilà. C'est juste à ce titre que nous avons décidé de boycotter. Vous décidez d'empêcher une conférence de presse. Vous savez que c'est suffisamment grave. Ils ne sont pas du MPP. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devons l'amener à la justice. Il n'est pas du MPP. Il n'a pas dit si on est dans sa carte de PM, tout au cas de militants, il est dans quelle structure? Il est dans quelle structure? Sa structure. Est-ce que vous êtes du MPP? Oui. J'ai dit que je suis membre du bureau politique national. Est-ce que vous avez la carte du parti? Nous, on a la carte du parti. Nous sommes un MPP, ça fait 4 ans. On s'occupe des élèves et étudiants du MPP. Présentez-vous. Moi, c'est le camarade Zongo Abdoulou Karim.
Parce que le camarade Lionel, il est membre du bureau. Je suis membre du bureau politique national du MPP. Coordination des élèves et étudiants. On ne peut pas tolérer ce genre de On ne le connaît pas. d'agissement. Vous les avez jamais vus dans le bureau? Non. Quel bureau? Ils sont pas, c'est ça je dis, c'est des militants, c'est des gens qui sont venus peut-être participer à un événement comme ça, un truc comme ça. Moi je l'ai bien vu. Voilà. Salim, lui, il vient de la NAFA. On se croise à l'université, oui, mais il n'est pas du MPP, il n'a jamais été du MPP. Voilà. Je ne sais pas. Moi, je l'ai simplement vu à la télé, à une activité de la NAFA. Moi, je l'ai vu. Vous l'avez vu à la télé, à une activité de la NAFA. Voilà. Pas de lui, un militant de la Voilà ça, exactement. Exactement. Mais seulement, je sais qu'il n'est pas du MPP. Ça peut pas de lui aussi un militant de MPP parce qu'il se dit MPP. Où est sa carte? Il vous a présenté sa carte militante? Non. En quelques minutes, la situation évolue de mal en pis et les démissionnaires sont chassés de la salle de réunion puis de l'enceinte du bâtiment. Non, nous ne les avons pas violentés. Nous avons juste demandé à ceux qui nous branlent un papier qui prouve qu'ils étaient membres de structures du MPP. Ils n'ont pas été en mesure de nous prouver cela. Et nous, c'est toutes les entités, que ce soit les élèves et étudiants, que ce soit les responsables des 4 secteurs, nous avons demandé à ceux qu'ils nous prouvent c'est dans quelle structure est militaire. Et c'était ça, s'ils avaient pu prouver cela, nous on partait, nous on ne les a pas violentés. Pendant qu'eux vous ont convié à une conférence de presse. Mais nous on allait faire comment? Faire pareil. Oui, mais raison pour laquelle nous sommes venus, nous avons demandé à ceux qui nous prouvent un papier. Ils ne sont pas à mesure de nous prouver. Voilà, nous sommes devant vos caméras et nous parlons. Si tu vis un voleur qui veut te voler, tu vas te laisser te voler d'abord avant d'aller te poser plainte. C'est finalement dans la rue que les démissionnaires s'expriment sur les raisons de leur départ. Nous sommes à peu près une centaine. Et on vous reproche de n'être pas du parti. Est-ce que vous pouvez attester aujourd'hui que vous êtes effectivement du parti? Je suis effectivement du parti MPP. Nos 2 raisons majeures de notre démission au MPP, je l'ai même énoncé dans les paragraphes précédentes. Parce que nous ont promis de nous former politiquement et de nous donner une formation qui va nous permettre de s'insérer dans la vie active. L'auto-employabilité. Et ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, la classe politique actuellement, elle est vieillissante et elle a besoin de relais. Mais pourquoi? Pourquoi empêcher ceux qui veulent s'exprimer de s'exprimer? Ce n'est pas ainsi. Le peuple va mal, la jeunesse va mal. On est tous désorientés et on est tous perdus. À la question de savoir si les nouveaux démissionnaires intégreront un autre parti, la réponse est sans équivoque. Pour l'instant, c'est comme ce que je vous ai dit. Nous sommes en phase d'observation. Et j'ai même dit, selon nos critères que nous nous sommes déterminés, il n'y a pas un parti, encore moins un individu là, qui ressemble à l'image de ce peuple, de cette jeunesse que vous voyez ici. Il n'y a pas pour l'instant. Donc nous sommes en train d'analyser. Et si c'est possible, pour les démissionnaires, le mot d'ordre est clair. Ils ne retourneront plus au MPP. Mais l'autre camp est aussi fermant. Le parti reviendra pour de plus amples informations et pour des poursuites judiciaires à l'endroit des démissionnaires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une autre session d'information. Merci de votre fidélité.